Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il y a mon nom qui apparaît à l'écran. J'interviens, Fernando Pinto da Silva. D'abord, merci au Syndicat national de l'édition pour m'avoir permis de faire cette présentation ce matin. Merci Alban, merci Virginie pour cela. J'interviens, Fernando Pinto da Silva, sur un terrain qui est un terrain plus particulièrement juridique, puisque je vais essayer d'apporter quelques lumières sur l'exercice de transposition de la directive qu'on a appelée l'Acte européen d'accessibilité. Pour autant, ce que je me suis proposé de faire ce matin, c'est d'accompagner cette présentation d'un petit rappel historique sur ce qu'a été la prise en compte des enjeux d'accessibilité par les politiques publiques conduites par le ministère de la Culture, en lien évidemment étroit avec les acteurs du monde du livre, et tant dans les interventions liminaires d'Alban Cerisier, de Virginie Claessens, que dans celle que Fernando Pinto da Silva vient de faire, on a pu entendre un certain nombre de choses que je vais répéter, mais que je vais présenter davantage du point de vue du ministère de la Culture. Alors, dans l'historique que je fais, je vais remonter à 2006, puisque c'est en 2006, le 1er juin 2006, que la France transpose la directive européenne qu'on a appelée la directive DAFSI, par la loi qu'on a appelée en France la loi DAFSI, droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. Cette loi de 2006, elle met pour la première fois dans notre droit un cadre juridique pour l'activité d'adaptation des œuvres textuelles aux personnes en situation de handicap. Auparavant, il n'y avait pas de cadre. C'est uniquement à partir de 2006 que, juridiquement, l'activité non lucrative des organismes qui adaptent des livres pour les personnes en situation de handicap est consacrée dans le droit. Cette loi de 2006, elle fait quelque chose de plus. Non seulement elle met en place une exception au droit d'auteur pour que ces organismes qui adaptent des livres puissent le faire dans un cadre juridique sécurisé, mais encore elle met en place quelque chose qui va être une facilitation de l'activité d'adaptation de ces organismes à travers, cela a été évoqué, une obligation sur demande des organismes de transfert des fichiers qui ont permis de faire le livre, de façon à ce que les organismes qui les adaptent, ces livres pour les personnes en situation de handicap, voient le travail d'adaptation grandement facilité. Et cette loi met en place un système par lequel il y a un tiers de confiance, la Bibliothèque nationale de France, cela a été rappelé, à travers son centre Exception Handicap et son service Platon. La Bibliothèque nationale de France devient le tiers de confiance, récipiendaire des fichiers transmis par les éditeurs, souvent des fichiers, des PDF en réalité dont on parlait tout à l'heure, les fichiers numériques transmis par les éditeurs pour faciliter l'adaptation des organismes adaptateurs. Ce système-là, d'exception au droit d'auteur doublé d'une obligation de transmission des fichiers pour faciliter le travail, il s'est accompagné de la création d'une commission paritaire entre les personnes qui représentent les personnes en situation de handicap et les personnes qui représentent les titulaires de droit, les auteurs et les éditeurs, une commission paritaire qui va suivre, homologuer les organismes qui adaptent les livres et ceux parmi eux qui peuvent demander les fichiers des éditeurs. Et cette commission, qui se réunit à partir des années 2008-2009, va être, au-delà de sa fonction d'homologation et de suivi, va être un premier lieu de dialogue régulier entre les auteurs, les éditeurs d'un côté, les organismes, et on parlait du GI2A, le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, qui était très présent dans les premiers temps de cette commission. Ça va être un lieu où ce dialogue va pouvoir se poursuivre autour de problématiques qui sont des problématiques qui dépassent le simple cadre de l'adaptation, mais qui rejoignent la présentation que vient de faire Fernando Pinto da Silva, le monde du livre numérique, de plus en plus prenant en compte les questions d'accessibilité. Alors,
Le deuxième jalon, après la mise en place de cette commission que je voudrais évoquer, c'est dans le prolongement de ce qui a été présenté par Fernando à l'instant, l'idée suivant laquelle l'IDPF, donc le Forum international de l'édition numérique, se rapprochait de plus en plus pour la structuration des standards du livre numérique, se rapprochait de plus en plus du consortium DESI, et il y avait de plus en plus manifestement des promesses d'accessibilité native du livre numérique. En 2014, et toute l'année 2014, le ministère de la Culture a demandé à l'IDAT, au cabinet IDAT, de conduire une étude sur les modèles économiques de l'édition de livres accessibles. Et cette étude qui a été livrée à la fin 2014 et qui a été présentée au Salon du Livre au printemps 2015, en réalité, mettait déjà, et j'invite tous celles et ceux qui peuvent s'y référer à aller la regarder, mettait déjà en place un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, continuent de participer à notre réflexion. Notamment, elle donnait un certain nombre de jalons de priorité et de pertinence de l'évolution de la production de livres numériques vers des standards nativement accessibles, mais elle indiquait également très clairement qu'il y allait avoir, même si on se dirigeait vers une édition numérique nativement accessible, une articulation à trouver avec l'adaptation par ces organismes non lucratifs qui continueraient de rester une nécessité. Le jalon suivant que je voulais évoquer, c'est, on en a parlé, la loi de 2016 qui a réformé l'exception qui avait été mise en place en 2006. L'exception de 2006, elle était fondée sur une philosophie essentialiste, c'est-à-dire qu'il était légitime pour des organismes d'adapter des livres en faveur des personnes handicapées, dès lors que ces personnes étaient très très handicapées. Quel que soit leur type de handicap, c'était un degré de handicap qui générait l'autorisation d'adapter des livres. Ce n'était pas satisfaisant, notamment parce que le cadre de notre exception nationale excluait énormément de personnes qui avaient des besoins d'adaptation et qui ne pouvaient pas se prévaloir d'un taux de handicap suffisant pour rentrer dans ce cadre-là. Donc en 2016, on réforme ce cadre-là en introduisant quelque chose qui n'est pas une approche essentialiste, fondée sur une caractéristique de la personne, mais une approche qui est dynamique. C'est-à-dire que la réforme de la loi, qui est toujours la rédaction actuelle de cette exception au droit d'auteur, elle a consisté à dire « Il est légitime qu'un organisme adapte pour une personne en situation, pour une personne qui en a besoin, un livre, dès lors que la manière dont l'auteur et l'éditeur ont mis ce livre en circulation ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins de cette personne. » Donc il ne s'agit pas de la qualité de la personne, mais du besoin qu'on prend en compte et de la plus ou moins grande capacité d'un livre numérique à répondre aux besoins de cette personne. C'est une approche dynamique et une approche en vase communicant qui préfigure déjà l'idée suivant laquelle, de plus en plus, les éditeurs seront en capacité de mettre sur le marché des livres numériques qui pourront répondre à un plus grand nombre de besoins. Donc 2016. En 2017, on a parlé Fernando a évoqué la convergence importante en 2015 du consortium DESI vers le format EPUB 3. Dans ce contexte-là, en 2017, nous avons mis en place le comité de pilotage interministériel qui a été évoqué tout à l'heure, qui réunit à la fois des représentants des administrations concernées, mais surtout de l'ensemble de la chaîne du livre, puisque, et ça c'est un message important, au-delà des diligences que les éditeurs peuvent faire pour mettre sur le marché des livres numériques qui offrent des fonctionnalités d'accessibilité qui peuvent répondre au plus grand nombre de besoins,
il est essentiel que l'ensemble de la chaîne du livre, jusqu'aux personnes qui sont directement en contact avec le public, que sont les libraires d'une part, les bibliothèques de l'autre, l'ensemble de la chaîne et des intermédiaires de distribution, de diffusion, et nos systèmes de métadonnées soient ensemble embarqués dans une vision stratégique sur la transition vers l'accessibilité. Et embarquer dans une vision stratégique, ça veut dire aussi identifier les chantiers à entreprendre pour y parvenir. Et ces chantiers sont nombreux. Les choses ne se passent pas de façon magique. Il y a des chantiers immenses du côté de la formation, de la sensibilisation des acteurs. Il y a des réflexions à conduire aussi sur la manière dont, quels que soient les efforts qui peuvent être faits du côté on en a parlé, des mesures techniques de protection et de leur interopérabilité, des démarches à entreprendre auprès des organismes, des entités, des entreprises qui sont en charge des technologies d'assistance des personnes en situation de handicap. Donc il y a des axes très importants de cette stratégie qui devaient être mis en œuvre, qui ont été identifiés pendant toute l'année 2017 jusqu'à l'adoption en 2018 d'un plan stratégique avec 12 axes de travail relativement précis sur les manières dont on pourrait atteindre l'accessibilité du livre numérique dans l'écosystème du livre. Ce comité de pilotage, il s'inscrivait dès le départ dans la préparation de l'entrée en vigueur des dispositions de l'acte européen d'accessibilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que cet acte, cette directive, elle était en 2017-2018 en négociation. Et à ce propos, la France, ainsi que les éditeurs, dans le cadre des discussions de cette directive, ont été favorables à l'inclusion du livre numérique, ce qui n'est pas tout à fait usuel. Généralement, les politiques culturelles ont davantage, par rapport aux textes européens généraux, une position défensive, une position consistant à plaider l'exception culturelle. Là, c'est de façon assez volontaire que, à la fois, les pouvoirs publics et les États membres d'une part, mais également, et je salue la présence d'Anne Bergman de la Fédération des éditeurs européens, mais également les représentants de l'industrie du livre ont été enthousiastes pour que le livre numérique, lui aussi, soit inclus dans l'acte européen d'accessibilité. J'en viens maintenant à la présentation un petit peu plus juridique de cet acte européen d'accessibilité et des obligations qu'il peut y avoir derrière. D'une part, très très simplement, une directive, c'est un texte européen qui emporte pour les États membres des obligations, mais qui n'est pas applicable directement. Une directive, c'est un cadre. L'idée, c'est que les États membres soient un petit peu cohérents et adoptent des politiques qui soient des politiques convergentes, mais pour autant, dans ce cadre-là, les États membres disposent d'une marge de liberté, et cette marge de liberté s'exprime à travers ce qu'on appelle l'exercice de transposition. C'est le moment où le droit national, le droit français, s'adapte à ce nouveau cadre européen. Alors, les objectifs de la directive, c'est d'une part de répondre aux engagements internationaux des États membres de l'Union européenne. Il y a un certain nombre de traités internationaux qui ont trait à l'accessibilité. Les plus connus, les plus récents, ce sont les traités qu'on a appelés les traités de Marrakech. Mais ces engagements, pour favoriser la lecture des personnes en situation de handicap, et plus généralement, enfin, je parle de Marrakech puisqu'il est question de lecture, mais plus généralement, il y a des actes très très généraux qui concernent l'accès des personnes en situation de handicap à la vie et à la citoyenneté, sur lesquels l'Union est engagée, sur lesquels les États à titre individuel sont engagés. Et cet acte européen d'accessibilité s'inscrivait dans ces engagements, dans ces grands traités. L'autre objectif, évidemment, de la directive, c'est d'améliorer dans l'ensemble de l'Union le quotidien des personnes en situation de handicap, qui sont dénombrées tout de même à 80 millions de nos concitoyens européens, et ainsi
et ceux-là ne sont pas dans les 80 millions, des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Il s'agissait également, mais ça c'est un objectif transversal de toute politique européenne, de faciliter la circulation des biens et des services accessibles au sein du marché intérieur en supprimant les barrières dues à des législations divergentes. Donc cette idée de tous marcher dans le même sens et d'être interopérables, entre guillemets, d'un État membre à l'autre. Et enfin, pour notre secteur, il s'agissait d'augmenter significativement l'offre de livres répondant aux besoins des personnes en situation de handicap, tout en maintenant le cadre juridique de l'exception au droit d'auteur que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il ne s'agissait pas de substituer l'un à l'autre, mais bien d'articuler les deux. Pour nous, secteur du livre, parmi les 11 catégories de produits et services concernés, donc c'est une directive qui porte à la fois sur des marchandises et sur des services, il n'y a pas que le livre numérique qui est couvert par la directive. Il y a bien sûr les livres numériques, les logiciels spécialisés, mais, et Fernando évoquait cela, la directive impose l'accessibilité des services bancaires, c'est essentiel au moment d'une transaction en ligne, des services plus largement de commerce en ligne, c'est-à-dire parmi ces services de commerce en ligne, il y a les librairies, il y a les vendeurs de livres numériques. Ces services-là, les parcours que leur site internet doivent proposer, devront être accessibles aux personnes en situation de handicap, mais également les liseuses, les appareils, les terminaux spécialisés dans la lecture, les équipements informatiques grand public, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, et les systèmes d'exploitation de ces équipements. Donc tout ça, tous ces produits, tous ces services doivent respecter les exigences d'accessibilité de la directive, afin de construire cet écosystème dont je parlais. Au moment de la transposition en France, nous avons, ministère de la Culture, souhaité avoir un cadre juridique particulier pour le livre numérique, pour deux raisons. D'abord parce qu'un livre est une œuvre de l'esprit, et sa qualité culturelle mérite quand on encadre un régime nouveau, quand on crée un régime nouveau d'obligation qui s'applique au livre numérique, il est important de prendre en considération cette dimension-là. Ce sont des œuvres avec la dignité de quelque chose qui est créé par un auteur. Et par ailleurs, dans le cadre juridique européen, même si ça paraît contre-intuitif parfois, le livre numérique, il est rangé dans la boîte des services. Il est considéré comme un service. À peu près comme un service d'un prestataire d'assurance ou un... Or, le livre numérique, même si le droit européen l'a toujours rangé dans les services, notre catégorie intellectuelle et notre manière de l'appréhender, c'est bien souvent une approche parallèle ou homothétique avec le monde physique. Donc, on le traite, nous, intellectuellement et dans les pratiques professionnelles, plutôt comme une marchandise. Et compte tenu de cette spécificité, il était difficile d'aller appliquer au livre numérique des règles transversales qui étaient faites pour les services. Et à cet égard, on a adapté la transposition pour prendre en compte les réalités juridiques et économiques de notre secteur. Alors, cela a été rappelé dans les interventions liminaires. La directive, elle entrera en vigueur de façon différenciée le 28 juin 2025. À partir du 28 juin 2025, les livres numériques qui seront mis, les nouveaux livres numériques qui seront mis sur le marché, devront répondre aux exigences d'accessibilité. Et pour les livres numériques qui étaient sur le marché avant cette date du 28 juin 2025 et qui y resteront par la suite, les livres qu'on a appelés les livres de fond, c'est le 28 juin 2030 qu'ils devront répondre aux exigences d'accessibilité de la directive. On a transposé cette directive, c'est un petit peu technique, mais à travers 3 niveaux de texte. Il y a des exigences qui sont des exigences de niveau législatif, et puis il y a 2 actes réglementaires qui ont été pris. D'abord un décret applicable aux livres numériques et aux logiciels spécialisés, puis un arrêté interministériel qui viennent préciser les obligations légales. Alors les obligations légales françaises de transposition, elles ont été inscrites dans une loi du 9 mars 2023, qui est une loi portant de diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union, donc une sorte de loi omnibus qui adapte le droit de l'Union européenne
et qui portait l'adaptation de l'Acte européen d'accessibilité. Et au niveau de la loi, les exigences qui s'appliqueront, enfin les grands principes qui ont été inscrits, c'est d'une part l'exclusion des exigences fermes des micro-entreprises. Donc les micro-entreprises ne sont pas obligées par les exigences d'accessibilité issues de la directive, même si les États membres sont invités par la directive à encourager ces micro-entreprises, elles aussi, à faire les diligences. Les micro-entreprises échappent, du fait de la loi, aux obligations d'accessibilité. La loi, elle met en place également les 2 exemptions qui sont nommées par la directive, c'est-à-dire l'exemption pour modification fondamentale et l'exemption pour charge disproportionnée. Les obligations d'accessibilité qui pèsent sur les acteurs ne valent plus dès lors que mettre en œuvre ces obligations d'accessibilité conduirait à une modification fondamentale du produit ou du service, d'une part. Ça dénaturerait le produit ou le service, ou bien dès lors qu'elle représenterait une charge disproportionnée par rapport aux bénéfices que cette mise en accessibilité pourrait provoquer, ou par rapport au modèle économique de l'opérateur qui se voit soumis à cette obligation. Et le dernier élément législatif, c'est que pour ce qui nous regarde, le livre numérique, la mission de contrôle du respect des obligations issues de la directive a été confiée à l'Arcom, cette autorité étant héritière de missions très proches de l'accessibilité du livre numérique qui ont été historiquement assumées par la Hadopi, dont elle est partiellement issue. Au niveau réglementaire, et à travers le décret d'application de la loi, on est allé un petit peu plus loin que ce qui allait dans la loi, en mettant en place 3 principes. D'une part, on a rappelé que les obligations issues de la directive concernent l'ensemble de la chaîne du livre, les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs et les détaillants. D'autre part, le décret met en place le régime de sanctions auxquelles sont assorties les obligations d'accessibilité, en mettant en place une contravention de 5e classe pour les infractions aux obligations d'accessibilité. Et enfin, ce décret donne des éclairages sur les critères à prendre en compte pour faire jouer l'exemption dont je parlais tout à l'heure de charges disproportionnées. Donne quelques lumières sur la manière dont cette exemption pour charges disproportionnées peut être concrètement mise en pratique. Et enfin, l'arrêté interministériel doit être mentionné dans ce grand exercice de transposition de la directive parce que, et c'est important pour nous, secteur du livre, il reprend des exigences générales qui étaient présentes dans la directive et qui portaient sur, très généralement, les obligations, mais c'est valable pour tous les biens et les services, d'information du consommateur sur l'utilisation du produit, de l'interface utilisateur, sur l'accessibilité et la compatibilité avec les technologies d'assistance. Mais l'arrêté, il reprend aussi les exigences qui sont propres au livre numérique. Le contenu audio, textuel synchronisé, les fichiers numériques assurant le bon fonctionnement des technologies d'assistance, la garantie d'accès et de navigation dans le contenu et dans la mise en page, les possibilités de restitutions alternatives du contenu et l'interopérabilité avec les technologies d'assistance, le signalement clair des métadonnées sur les plateformes de vente ou de prêt, et enfin, c'est un point important qui a été souligné par Fernando tout à l'heure, le maintien des caractéristiques d'accessibilité malgré la protection des mesures techniques, des DRM. Toute cette masse d'informations et toutes ces questions autour de l'accessibilité sont des éléments extrêmement techniques. Et à cet égard, c'est l'une des conclusions du comité de pilotage interministériel dont je parlais tout à l'heure. Il est apparu qu'il était salutaire de mettre dans un seul endroit l'ensemble des informations ayant trait à ces problématiques de mise en accessibilité des livres numériques.
Et dans le cadre d'un partenariat que le ministère a de longue date avec un organisme qui s'appelle EDR Lab et dont des représentants s'exprimeront aujourd'hui, nous avons mis en place, et j'invite toutes celles et ceux qui ne connaissent pas cette ressource à aller la découvrir. Nous avons mis en place un site internet qui centralise à destination de tous les professionnels du livre et de toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ces problématiques d'accessibilité du livre numérique. Un site qui s'appelle LINA25, L-I-N-A, comme livre numérique nativement accessible, LINA25, 25 parce que c'est en 2025 que les obligations arriveront. Donc le site lina25.fr est le point où toutes les ressources utiles, même techniques, qui peuvent permettre à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient éditeurs, libraires, distributeurs de la chaîne du livre, de comprendre les obligations à venir, les outils pour respecter ces obligations et les ressources documentaires utiles. Donc, cette ressource-là, j'en fais la promotion aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop technique.